Alors, D'accord. dans le titre, c'est comment éviter le retour à l'anormal et en positif, ça donne quoi? Alors, ça, c'est déjà la bonne question. Alors déjà, bah, bonjour à tout le monde. C'est c'est toujours un peu excitant de faire des petits comme ça, des petites conférences sur Zoom, parce que on est tout seul et puis en même temps, on est tous ensemble. C'est l'avantage et l'inconvénient du confinement. Je me suis rendu compte d'une chose, d'ailleurs, on en parlera, c'est que quand les gens sont en entreprise, ce qui est assez incroyable, c'est que ils sont tous les uns à côté des autres et puis ils ont beaucoup de mal à se parler autrement que par mail ou par SMS, en général par mail. Et puis maintenant qu'ils sont confinés, ils ont tous ce besoin de se voir, de se toucher. Donc je trouve ça plutôt assez rigolo. Alors justement, ça fait un peu partie des choses de la manière dont on peut éviter le retour à l'anormal. Et effectivement, bah, vous l'avez bien compris, éviter ce retour à l'anormal, c'était un petit jeu de mots qui me semblait vraiment important de faire ensemble, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, Anne-Christelle, le, cette crise du corona et au-delà de la crise virale qu'on a tous vécue, une vraie crise de positionnement, c'est-à-dire une manière sans doute de nous secouer sans qu'on s'en rende bien compte finalement au départ, hein, et puis d'arriver à quelque chose qui nous a tellement secoué en profondeur qu'effectivement, le retour ne peut pas se faire de manière normale. C'est-à-dire que je pense que comme je le disais dans une petite vidéo, si vous avez eu l'occasion de la voir, dans ce petit teasing qu'on a fait un peu sur Facebook, ce qui est complètement fou, c'est que on est parti, on a un peu fermé les cahiers, vous savez, un peu comme dans une espèce de ville fantôme où tout d'un coup tout le monde fout le camp. On ferme les cahiers, et puis quand on va revenir, alors chez nous en France, ça peut éventuellement être autour du 11 mai, mais ça sera sans doute peut-être un petit peu après, ou enfin bon, ça sera assez dispersé dans le temps. On ne va pas réouvrir les cahiers comme ça et on ne va pas se remettre à travailler de la même manière pour plein de raisons. La première, effectivement, c'est qu'il s'est passé du temps et que ce temps a laissé un certain nombre de choses se faire ou ne pas se faire. Ça n'a pas été facile pour tout le monde. On sait que le confinement, justement, n'a pas du tout été vécu de la même manière par tout le monde. On en reparlera tout à l'heure. Et du coup, ce retour à l'anormal, la normale ne peut pas se faire. Les choses ne sont plus les mêmes qu'avant. Il y a des choses qui ne bougeront pas, c'est évident. Les cyniques, d'ailleurs, diront que globalement, ça va repartir comme avant. Mais on sait globalement tous au fond de nous-mêmes qu'il y a des tas de choses qui seront très différentes. Et on va un petit peu faire le tour de tout ça. Alors, ta question, Anne-Christelle, bah, c'était rigolo au départ, c'est comment dire ça en positif. Bah, comment dire en positif, éviter le retour à la normale, c'est pas aussi simple que ça. Moi, les mots que j'ai trouvés, c'est comment réenvisager un départ vers du légitime ou vers du nouveau. Hein, c'est ça, je le dirais un petit peu de cette manière-là. C'est-à-dire que pour le coup, bah, je pense que le retour va permettre de poser peut-être des manières d'être professionnelles, mais aussi personnelles, parce que les gens ont été vraiment touchés au fond d'eux-mêmes sur le plan personnel, qui seront sans doute différentes d'avant. Alors, ce que je vous propose peut-être, c'est justement, tout à l'heure, on parlait de ma petite chronique, tu sais, dans Facebook, voilà, la chronique d'un con finé en deux mots. Euh, je vous propose de voir comment on peut euh, chasser le con et garder le finement d'une certaine manière. Et tout ça en faisant d'abord, ce que je vous propose, c'est de faire un constat, en tout cas, moi, de ce que moi j'ai constaté au travers des discussions que j'ai pu avoir avec mes clients, mes amis clients, parce que très souvent mes clients sont devenus quasiment des amis ou le sont vraiment. Et puis la suite, se poser la question de la suite. Donc je vous propose de parler de tout ça, et puis ensuite d'échanger et vraiment de faire quasiment un coaching en ligne, parce que ça me paraît intéressant que vous puissiez me poser les questions que vous avez. Alors, je pense que en Allemagne, la manière dont vous vivez le confinement n'est sans doute peut-être pas tout à fait la même que la France. Et ça sera intéressant aussi de pouvoir un peu comparer les deux modèles, si tant est qu'il y ait des modèles. Voilà, et puis vraiment se donner la possibilité de discuter, et d'échanger et de répondre à vos questions en direct. Alors déjà peut-être me présenter, parce que tous ne me connaissent pas, bien sûr. Donc je m'appelle Franck Martin, euh, j'ai euh, j'ai 58 ans, bientôt 59, et du coup je fais un métier qui est un métier qui pour moi n'est pas un métier, qui est une forme de passion que je fais depuis quasiment maintenant 30 ans, qui consiste à travailler sur la relation de confiance dans les équipes. Voilà, mon champ d'expertise au démarrage, c'est ça, c'est comment créer et entretenir une relation de confiance dans les équipes, autant dans les équipes d'entreprise, de petites, de moyennes, de grosses ou de très grosses entreprises, de groupes internationaux.
publiques ou privées, avec des entreprises publiques dont je fais ça, et puis aussi dans le domaine du sport de haut niveau, puisque j'ai eu la chance d'accompagner des équipes de haut niveau, dans le domaine du football, dans le domaine du tennis, de l'automobile, voilà, et du basket et du rugby. Donc c'est vraiment une expérience assez intéressante et assez large que j'ai envie de partager avec vous ce soir. Tout ça s'est construit. Alors, j'ai eu un passé qui était aussi un passé d'homme de marketing, puisque j'étais dans la publicité dans un premier métier pendant une bonne dizaine d'années. J'ai fait une petite école de commerce à Paris, et puis je suis rentré directement dans la publicité. Et comme j'avais un profil à ne pas savoir m'adapter à l'autorité autoritaire, si j'ose dire, il a fallu que je crée tout de suite mon agence et ma société. Voilà. Donc, j'ai été très vite un entrepreneur, et j'ai viré ma cutie en 89-90, puisqu'en fait, j'ai repris des études en même temps que j'avais mon agence, et je me suis intéressé de très près à des outils, des techniques que vous connaissez, si ce n'est pour les avoir pratiqués ou en tout cas entendu parler. J'ai beaucoup travaillé sur des techniques de programmation neurolinguistique, bien sûr, et puis tout ce qui touche et qui est autour de la programmation neurolinguistique, et notamment à l'origine de la programmation neurolinguistique. Je parle vraiment de ce que j'appelle le courant de pensée de l'école de Palo Alto aux États-Unis, à Santa Cruz, et puis tout ce qui est autour, tout le travail de systémique, l'hypnose ericksonienne, le clean language de David Grove, toute une série de choses. Voilà, alors je ne vais pas vous faire la liste de tout, mais globalement, tout ça m'a amené à avoir une forme de, on peut dire, d'ouverture d'esprit, mais de manière d'appréhender la vie qui petit à petit s'est consolidée au travers d'un certain nombre de concepts que j'ai mis en ligne et en livre, hein, puisque donc du coup, sans vouloir faire la promo de mes bouquins, ce n'est pas du tout l'objectif. Du coup, tout ce que je vous dis là, je l'ai écrit au travers d'un certain nombre de bouquins, et j'ai profité d'ailleurs du confinement pour écrire mon 6e bouquin qui paraîtra je ne sais pas quand. On verra bien, on est en plein travaux avec mon éditeur. Il a reçu le manuscrit, on est en train de le corriger, et puis on va voir un petit peu ce qui se passe. Voilà pour la présentation. Que vous dire d'autre que sur le plan humain, je suis papa de 3 grands-enfants, une grande fille Amandine, qui est maman de 2 petites jumelles qui viennent de naître il y a quelques mois, et qui sont belles comme tout. On a eu un petit peu peur parce qu'elles étaient toutes maigrichonnes. Je suis papa d'un grand fils, d'un grand garçon qui s'appelle Antoine, et qui lui aussi a 2 petites filles. Donc je suis grand-père 4 fois de 4 petites filles. Et puis je suis papa de Chloé, donc ma dernière fille qui a 25 ans et qui pour l'instant n'a pas d'enfant. Voilà. Et puis que vous dire d'autre que je suis quelqu'un de fondamentalement optimiste, positif et très heureux. Voilà. Et j'ai cette chance-là, malgré un certain nombre de difficultés que j'ai pu avoir quand j'étais petit, dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Vous découvrirez éventuellement dans les discussions plus tard. Alors ça, c'est la présentation. Alors, comment chasser le con et garder le finement? On va rentrer un petit peu dans les constats, c'est ce que je vous propose. D'abord, le premier constat, c'est un truc absolument incroyable. Je pense que vous l'avez vécu pareil en Allemagne. C'était une espèce de pause obligatoire. C'est-à-dire que alors on l'a peut-être pas forcément tous vécu comme ça, mais en tout cas, on est amené à le constater de cette manière-là. On est passé d'un monde qui est un monde hyper actif. Le monde est un petit peu, de manière générale, comme nous sommes nous dans nos propres pensées. On est, vous savez, dans un mode de pensée individuel qui est un mode compulsionnel. On passe d'une pensée à l'autre, on se plaint, vous savez, des réseaux sociaux ou des chaînes d'information continue qui prennent une information et qui en chassent une autre, et puis qui la remplacent et qui en rechassent une autre. Mais il faut savoir que c'est précisément la représentation même de ce que nous avons, nous, dans nos propres têtes. On est dans ce système-là, on est dans l'hyperaction permanente, et on le voit sur le plan économique, sur le plan social, on est tous dans cette hyperaction. On est dans un monde qui est hyper rapide, où on ne prend pas le temps jusqu'à maintenant, en tout cas, de se poser. Alors certains ont la chance de pouvoir le faire, mais beaucoup d'entre nous, et moi le premier d'ailleurs, on a des agendas qui sont remplis comme des œufs. Moi, j'avais la chance, avant le 17 mars, d'avoir un agenda qui était booké jusqu'à fin juin. Et j'en étais heureux, hein, j'étais super content, parce que du coup, je ne me faisais pas de soucis, vous voyez, sur le plan financier, sur le plan de la gestion. Les seuls soucis que j'avais, c'était des soucis d'organisation, des soucis de voyage, d'avion, de train, etc. Et puis, de temps en temps, le fait aussi de me poser, puis de voir quand même ma petite chérie Sophie, mes enfants et mes petits-enfants. Et du coup, tout ça, le premier constat, c'est que ça nous amène à nous poser. On est obligatoirement posé, avec toute la difficulté que ça a pu causer au départ, entre autres le fait de perdre un petit peu ses repères. Je ne sais pas vous, mais moi, pendant les 2 premiers jours,
j'ai vécu une sorte de vertige d'une certaine manière. C'est-à-dire que je ne savais plus trop à quoi me raccrocher. Je passais d'un truc qui était hyper cadré, avec des horaires, des plannings, des agendas, des coups de fil, et puis le week-end, des choses bien précises aussi. Je faisais mon sport, je faisais mes courses, etc. À un truc où on est chez soi, confiné, le cul sur sa chaise, à être obligé d'attendre un petit peu et de se dire waouh, à quoi je me raccroche, hein. Je me sentais un peu comme dans un bidet, là. J'essayais de me raccrocher à des trucs et puis j'arrivais à rien. Donc, obligation de pause. Et cette obligation de pause, elle est géniale parce que c'est une pause mondiale. Alors, on en parlera aussi tout à l'heure d'un autre constat qui est cette notion de mondialisation, mais déjà, le premier constat, c'est l'obligation de pause, avec tout ce que ça crée d'angoisse et éventuellement le fait aussi que cette pause, notre pause à nous, qui nous oblige à être un peu face à nous-mêmes, face à madame ou face à monsieur ou face à nos enfants, comme on ne l'a pas été pendant longtemps, parce qu'on est toujours pris, comme je vous disais, en hyperactivité, bah, c'est un petit peu délicat. Donc, on voit effectivement des gens qui le vivent très bien. On a des gosses qui sont super heureux de retrouver leur papa ou leur maman, qui s'occupent d'eux. Et puis, on a des gens qui vont être un peu confrontés à des difficultés, hein. Moi, j'ai des amis qui étaient en pleine séparation et puis qui se trouvent confinés pendant 2 mois ensemble alors qu'ils devaient se séparer et qui ne le font pas. Et puis qui vont peut-être redécouvrir une petite étincelle à leur amour ou qui vont au contraire l'éteindre totalement et encore plus. Vous voyez, on vit ça de manière un petit peu différente. Donc ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, c'est que la nature, elle reprend ses droits. En Allemagne, je crois que vous avez un petit peu plus de liberté que nous en France. Mais c'est normal parce que vous êtes disciplinés alors que nous, on est totalement indisciplinés. Oh, vous êtes des Français, vous savez tout ça, mais en France, ici, on est indisciplinés et je trouve que c'était un petit peu obligatoire d'avoir des choses qui obligent, même si le Français est suffisamment intelligent pour pouvoir trouver un petit peu les biais pour faire les papiers comme ils ont envie de les faire. Mais quoi qu'il en soit, du coup, la nature reprend ses droits. Vous avez sans doute vu des images incroyables des Chinois à Shanghai qui, pour la première fois depuis des années, revoient le ciel bleu. Je trouve ça incroyable. Vous avez peut-être vu cette fameuse lagune à Venise qui reprend aussi ses droits avec des poissons qui réapparaissent et puis des eaux qui sont purifiées, qui sont à nouveau transparentes. Vous avez l'Everest qu'on voit maintenant de certaines villes chinoises alors qu'on ne les voyait plus depuis des années parce qu'elles étaient complètement encombrées dans la pollution. Mais sans aller aussi loin, chez vous, à Berlin ou à Munich ou je ne sais où, et puis chez nous, chez moi en tout cas, moi j'habite à Lyon, dans les environs de Lyon, bah, je trouve ça complètement dingue. Je me balade à pied, puis de temps en temps, je vais faire une petite balade à VTT, vous savez, à 1 kilomètre autour de chez moi. Et, euh, et où quand je pars à pied, j'ai eu peur, c'était quand la semaine dernière, parce que tout d'un coup, devant moi, sont partis une volée de poules faisanes qui seraient jamais restées aussi longtemps devant moi, et puis qui étaient tranquilles, qui gambadaient, des petits lièvres comme ça qui marchent devant moi. Enfin, je trouve ça assez incroyable que la nature reprenne ses droits. Et d'ailleurs, ça fait partie des choses qui m'attirent aussi, puis qui me questionnent. C'est peut-être se rappeler qu'on se croit beaucoup les rois du monde, alors que nous n'en sommes que locataires. Et je trouve que c'est une chose profonde qui restera peut-être, j'espère, je croise les doigts sur le plan. Je n'étais pas un écologiste forcené jusqu'à maintenant, mais je le deviens de plus en plus. Peut-être que tout ça va nous faire reprendre conscience de qui l'on est vraiment. On a cette forme d'intelligence humaine que l'on confond d'ailleurs, hein, on confond l'élévation avec l'éducation. On a d'ailleurs beaucoup de mal à élever nos enfants et on passe notre temps à les éduquer. Mais ce que je trouve quand même complètement dingue, c'est de rétablir un petit peu ces équilibres naturels et de se dire que, eh bien, il y a des tas de choses dans la nature dont on fait partie, d'ailleurs nous sommes nous-mêmes la nature, qui étaient là bien avant nous et qui seront là bien après nous. Donc ça permet éventuellement là aussi peut-être de reprendre un petit peu le goût de ce que l'on est réellement ici et de la manière dont on devrait pouvoir éventuellement respecter un petit peu plus cette nature. Le temps est merveilleux, je ne sais pas vous en Allemagne, mais ici à Lyon, pendant quasiment un mois et demi, ça a été du soleil. Là, on a quelques jours de pluie et Dieu merci, ça permet de réhydrater. Mais c'est complètement fou de voir cette nature qui reprend le dessus. Nous ne sommes que des invités ici, nous sommes des locataires, et ça serait bien de reprendre conscience de la manière dont on peut, après notre départ individuel et collectif, laisser tout ça dans l'état le plus beau possible pour que les futurs locataires puissent continuer à en jouir. Voilà. Ça, c'est aussi un super constat que je trouve absolument génial. Je ne sais pas si vous l'avez fait, moi en tout cas, je l'ai fait et je le communique le plus possible. Le troisième aussi, je vous en parlais un peu tout à l'heure,
important de comprendre que ce confinement est vécu de manière très différente. Ce qui va poser la question du retour à la normale, à la normale. Bien avoir en tête que quand on va se retrouver à nouveau, on va avoir envie on va avoir envie de se toucher, de se choyer, de se serrer les mains, de se bisouiller. On va être obligé de ne pas le faire tout de suite d'ailleurs. On va être obligé de rester encore un peu à distance, même si on se voit. Mais une chose est vachement importante, c'est de bien avoir à l'esprit que certains ont vécu ce confinement de manière hyper positive. Moi, je le vis franchement de manière hyper positive. J'ai des tas de copains, des tas d'amis, des tas de clients qui le vivent de manière hyper positive. Et puis, il y a des tas de gens qui le vivent de manière hyper négative. Ce matin, je suis allé voir mon kiné parce que je m'étais un petit peu déplacé le dos, je m'étais cassé la figure avec été. Et, et lui, qui d'habitude est d'un naturel absolument génial et souriant, alors il était derrière son masque, je ne voyais pas, mais j'entendais à sa gueule qu'il ne souriait pas. Et à sa voix qu'il ne souriait pas. Et donc, je lui ai dit, mais mon Steph, comment tu vis des choses? Il me dit, pour moi, c'est terrible. Et ce qui était terrible, et c'est ce qui fait aussi la différence entre certains et certaines d'entre nous, au-delà du contexte qu'ils vivent individuel qui n'est pas forcément le même, on n'a pas la même pression et le même stress quand on est chef d'entreprise, de petites entreprises ou de moyennes ou de grosses entreprises, et quand on est éventuellement au chômage, protégé d'une certaine manière, ou éventuellement salarié dans une entreprise qui est solide et qui assure, même si elle nous a éventuellement mis au chômage technique ou pas, mais en tout cas qui assure une forme de sécurisation. Vous voyez bien qu'on ne le vit pas de la même manière. Et puis, on a aussi des gens qui, malgré cette sécurité, cette sécurisation, sont chez eux et vivent mal le confinement, et notamment la notion de télétravail. Hein, on voit bien qu'il y a des tas de gens qui, sur le plan professionnel, ont perdu leur repère parce qu'ils avaient l'habitude, et c'était bien pour eux, d'avoir derrière eux là un patron qui venait relever un peu des compteurs, leur mettre la pression, et qui tout seuls chez eux ont du mal. Et puis on a l'inverse. On a les gens qui sont tout seuls chez eux, mais qui sont vachement contents de ne plus avoir le patron qui les emmerde tous les jours. Et vous voyez que tout ça est super différent, et que du coup, quand on va se retrouver, eh bien, il va falloir prendre le temps de se faire un feedback. On en parlera aussi tout à l'heure, de voir comment on peut euh, exprimer, et ça sera important de laisser ce temps pour l'exprimer, exprimer la manière dont on a vécu plus ou moins bien les choses. Qu'est-ce que vous avez aimé et apprécié de ce confinement, de cette manière de vous retrouver seul ou presque seul? Qu'est-ce que vous avez aimé? Et puis de manière très détaillée, qu'est-ce que vous avez constaté et appris à la fois sur vous, individuellement et personnellement, mais aussi sur les autres et sur le contexte professionnel dans lequel vous êtes? Et puis, éventuellement, de tout ça, qu'est-ce que vous allez suggérer et vous suggérer à vous-même? Ça, c'est vraiment important de pouvoir prendre ce temps-là. On en reparlera tout à l'heure de cette notion de feedback. Mais en tout cas, l'idée, c'est que on a perdu les repères, on a fixé des nouveaux repères, et ça sera important, et ça sera un besoin, je pense, réel, peut-être de retrouver des nouveaux repères et de les construire. Je pense qu'on en reparlera là aussi. C'est urgentissime de penser au fait que quand on va se retrouver, on ne peut pas laisser euh, les process habituels, nos manières, nos rituels habituels de travailler avant, reprendre le dessus par rapport au contexte. Je ne sais pas, vous, ce que vous pensez ou pas, et le but du jeu, ce n'est pas de l'exprimer, mais c'est d'avoir en tête ce qui se passe, notamment autour des recherches antivirales. En France, on a un monsieur qui s'est signalé, qui s'appelle le professeur Didier Raoult, qui est un type qui est une sommité sur le plan de ses recherches, sur le plan de la viralité, etc. Et il propose des choses qui sont pour les uns complètement folles, pour les autres complètement crédibles, etc. Une chose est sûre, c'est que on vit quelque chose de dingue parce que les process prennent le pas sur le contexte. Concrètement, ça veut dire quoi? Au-delà du jugement de ce qu'il fait, de ce qu'il ne fait pas, j'en sais rien, mais en tout cas de ce qui apparaît comme étant un truc incroyable. Et ce type-là a testé des choses sur plus de 1000 personnes dans la région de PACA et de Marseille, entre autres, qui ont l'air de plutôt bien fonctionner. Et comme on est dans un contexte qui, comme le disait notre président Macron, est un contexte de guerre, j'aime pas le mot, mais en tout cas, c'est celui qu'il a employé, on pourrait imaginer que dans un contexte de guerre, on ne va pas laisser la place au process, hein, notamment au process de recherche. C'est comme si quelqu'un est en train de se noyer et qu'au lieu de lui balancer une bouée pour pouvoir le sauver, on ne sait pas si la bouée va avoir un degré de flottaison tel, machin, etc. Et donc, on va étudier la bouée avant de la lui envoyer. Sauf que le mec, il est déjà en train de crever et de se noyer. Donc, l'idée, c'est de voir comment
on peut avoir cette intelligence et cette flexibilité, je vous en parlerai aussi tout à l'heure, non pas d'anticiper, mais d'avoir la rapidité d'adaptation. L'anticipation, ce n'est pas de la divination. La meilleure des anticipations, c'est la capacité à pouvoir s'adapter de la manière la plus rapide possible. Donc ça me paraît être aussi un point important. Autre point aussi, je vous en parlais tout à l'heure, reprendre l'importance du réel par rapport au virtuel. Je vous disais, c'est incroyable. On vit dans des entreprises où très souvent, vous avez des gens qui sont côte à côte dans les bureaux ou éventuellement séparés d'un couloir et qui vivent en permanence par mail. Un truc de dingue, qui s'envoient des mails. Alors qu'on sait tous que le mail, c'est juste un outil de communication, d'information, mais pas de communication et de relation. Et donc, du coup, on a la possibilité de se voir, de faire des réunions, et là, on n'en fait pas, on s'en balance par mail. Alors que là, tout d'un coup, on est confronté justement à ça et on se rend compte de ce besoin vital, quasi viscéral, de se voir, d'être en réunion, de se toucher. Ça nous manque, ce contact nous manque. Donc ça fait aussi partie des constats incroyables. Un autre constat qui est cette notion de mondialisation aussi dont je voulais vous parler. Je me rends compte d'une chose, c'est que on parle beaucoup de la mondialisation depuis des années. Il y a des gens qui sont pour, qui sont contre. Il y a des gens qui disent que c'est inéluctable, et puis d'autres qui disent que c'est quelque chose de complètement industrialisé. En fait, on s'aperçoit qu'il y a les deux. On s'aperçoit que cette notion de mondialisation et la notion d'Europe, entre autres là-dedans, mais de mondialisation au sens large, elle est double. D'abord, la première, c'est qu'elle est évitable, et la deuxième, c'est qu'elle est inévitable. Ce qui est inévitable, c'est le transhumanisme. On ne peut pas éviter la mondialisation. On est un système planétaire et on ne peut pas éviter qu'un virus traverse les frontières, de la même manière que le nuage de Tchernobyl a aussi traversé les frontières. Et ce transhumanisme, il est comme il est. On voit bien la manière dont les peuples se répartissent. Et ça, on ne peut absolument pas aller contre. C'est la vie qui veut ça. La vie fait ces choses-là. Et puis en même temps, on a cette espèce de mondialisation qui est une mondialisation complètement débile, industrialisée, organisée, et qui ne respecte pas les équilibres de la nature. On sait bien que quand une entreprise va aller délocaliser sa fabrication, dont elle va récupérer l'ensemble des profits à son profit et pas dans le pays où elle va fabriquer et industrialiser, notamment en gagnant des sous sur le dos des pauvres petits autochtones, on voit bien que c'est une mondialisation qui est complètement débile. Et on en arrive à un point qui est justement une prise de conscience du local et de l'importance du local ici et maintenant. Je ne sais pas chez vous, moi j'habite un petit peu à la campagne, je vous disais, j'habite dans un petit village qui s'appelle Irigny, à côté de Lyon, et tout d'un coup apparaissent des gens qui étaient totalement cachés par cette notion d'industrialisation, de profit mondial. On a au bout de la rue un petit agriculteur qui fait du bio et du raisonné. Et ce mec-là, il est devenu le roi du village. Il est devenu le roi du village et on prend à nouveau conscience de ça. C'est complètement dingue. Il y a une queue monstrueuse tous les vendredis de 15h à 17h devant chez lui, de tous les gens qui ne le connaissaient pas, qui passaient depuis des années devant chez lui. Moi, je passais d'ailleurs devant chez lui sans me rendre compte de ce qu'il faisait, de ce qu'il était. Pour moi, c'était un paysan. Mais ce paysan, c'est juste un mec génial par rapport à un exploitant agricole au sens où on l'entend aujourd'hui sur le plan de la mondialisation, etc., et sur le plan des marchés européens. Donc, on reprend goût justement à cette notion de local, et puis pas que ces petits métiers-là d'ailleurs. Vous savez, en France, il y a un mouvement qui existe déjà depuis un certain temps maintenant, qui s'appelle les Gilets jaunes, qui a été un petit peu raillé, qui a été un petit peu poussé du coude comme ça, ou poussé de la main, et qui en fait était une forme de revendication des petits métiers qui ne se sentaient ni reconnus, ni utiles. Et on se rend compte dans cette crise virale que précisément, ce sont ces petits métiers qui font que tous les jours, au quotidien, que ce soit dans nos hôpitaux, mais aussi dans nos rues avec les poubelles et dans tous les petits contextes, eh bien, on continue de vivre. Et ce que je trouve absolument génial, et ça fait partie des constats complètement dingues, c'est que ces gens-là sont remis un petit peu sur le devant de la scène et qu'on est en train éventuellement, même je ne crois pas éventuellement, de revoir une forme de revalorisation de ces petits métiers. Alors les petits métiers, ce n'est pas des petits métiers, c'est juste des métiers comme les autres, mais qui jusqu'à maintenant n'apparaissaient peut-être pas comme les autres, mais qui apparaissent maintenant aux yeux du monde comme des métiers essentiels. Je parle du petit exploitant agricole.
Je parle du petit infirmier ou de l'infirmière qui fait 12 à 14 heures par jour pour pouvoir arriver à vivre comme il faut. Je parle de l'aide-soignant. Je parle des éboueurs, des agents de propreté, comme on les appelle. Je parle de tous ces petits gens. Je parle des petits artisans qui vont venir quand même déboucher votre évier ou vos chiottes parce que justement, vous êtes un peu dans l'urgence, parce que vous n'étiez pas occupé de chez vous. Puis comme maintenant, vous êtes toujours chez vous, les choses se bouchent. Vous voyez, des petites choses comme ça qui font se rétablir un petit peu les équilibres dans la tête des gens. Ça me paraît vraiment super important. Autre point aussi, la relation au pouvoir et aux médias. Je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, ça fait déjà 4 ou 5 ans que j'ai coupé les médias, que je ne lis plus rien, que je n'écoute plus rien, que je ne regarde plus rien. Je fais le choix de ce que je regarde de temps en temps, mais surtout, je ne me prends pas la tête avec les informations tournantes et permanentes. Et entre autres, parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ce dont nous souffrons, nous, sur le plan individuel, c'est-à-dire cette notion de pensée compulsionnelle, ce petit mental, ce petit vélo qui se met en route, 98% de vos pensées sont compulsionnelles. C'est-à-dire que ce que vous pensez, ce sont toujours les mêmes choses. Faites un effort de vous rappeler ce à quoi vous pensez et ce qui vous angoisse, vous savez, ce qui vous réveille les yeux grands ouverts la nuit comme ça. Vous allez voir que c'est toujours la même chose. C'est toujours les mêmes trucs, c'est toujours les mêmes refrains. Alors en ce moment, c'est quoi? J'ai plein de copains. Mon copain kiné Stéphane, donc, que j'ai vu ce matin, lui, son angoisse, ce matin, c'était comment il va faire pour payer le loyer de l'appartement de sa fille à Paris, qui était en train de faire ses études et puis qu'il a sur les bras. Et puis comme il a un très gros cabinet de kiné, comment il va faire pour payer aussi ses charges, qui sont énormes, parce que c'est un très gros cabinet. Et là, c'est son angoisse, c'est ce qui l'empêche de dormir, et c'est ce qui lui fout la gueule à zéro et le bourdon. Et je lui pose la question tout à l'heure, je lui dis, Stéphane, ici et maintenant, est-ce que tu as un problème de loyer? Alors, il me regarde au départ un peu surpris. Je dis, oui, je te pose une question. Tout bête, c'est ici et maintenant, Steph. Est-ce que tu as un problème de loyer là, maintenant? Là, tu es en train de me remettre les os. Est-ce que tu as un problème de loyer? Il me dit, non, mais non, tu as raison. Ouais, mais j'arrive pas à y penser, à ne pas y penser. Je lui dis, bien sûr que tu n'arrives pas à ne pas y penser, puisque on souffre d'une maladie qui est une maladie qu'on a tous depuis des millénaires, qui est une maladie humaine, et alors là, pour le coup, transfrontalière, parce que c'est le monde, peut-être mis à part, on va dire, certaines cultures primitives, en tout cas dites primitives, mais qui sont à mes yeux des gens qui sont beaucoup plus intelligents que nous, qui n'ont pas cette pensée compulsive avec ces angoisses financières et techniques et industrielles. Bien, on ne peut pas s'empêcher de penser à ça. Alors je lui dis, écoute, voilà, c'est simple, quand tu as ce type de pensée, mon petit Steph, sois juste conscient que tu les as. Et au moment où tu as la conscience que tu les as et que tu as cette espèce de montée d'émotion, parce qu'il faut bien comprendre que l'émotion, c'est la réaction du corps à vos pensées, d'accord? Eh bien, à chaque fois que tu as ces montées d'émotion, eh bien, tu es juste éventuellement le témoin de ces pensées en te disant, tiens, merde, j'ai encore une pensée à la con. Et tu vas voir, tu vas t'apercevoir qu'elle va tout de suite passer. Alors, elle va peut-être revenir. N'empêche surtout pas qu'elle revienne, parce que une des choses qui nous fait le tout souffrir au monde le plus possible, c'est notre incapacité à accepter ce que le monde nous réserve de manière inconditionnelle, à la fois à l'extérieur. Quand vous êtes, par exemple, dans un embouteillage, vous ne pouvez pas faire autrement que d'accepter de manière inconditionnelle que vous êtes coincé dans l'embouteillage. Vous avez beau taper sur votre volant, ça ne décoincera pas l'embouteillage. Et puis aussi, quand vous êtes dans vos pensées, vous avez une pensée à la noix qui vous, passez-moi le mot, qui vous emmerde, qui vous prend la tête, eh bien, vous ne pouvez pas vous empêcher de l'avoir. Il ne s'agit pas de s'empêcher de l'avoir, il s'agit juste d'être, de faire le constat que vous l'avez. Et en faisant le constat que vous l'avez sans en empêcher son arrivée, vous allez voir qu'elle passe toute seule. Alors ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et je vous parlais des médias parce que les médias, c'est exactement comme ça qu'ils fonctionnent. Ils fonctionnent avec le même type de pensée compulsionnelle. Sauf que eux, ce n'est pas de la pensée compulsionnelle, c'est de l'information compulsionnelle. Ils répètent, ils rabâchent. Et en vous rabâchant, vous, en écoutant ce que tout le monde vous dit au quotidien, eh bien, vous allez choper la maladie virale. Moi, j'appelle ça un virus de pensée de tout ce qu'ils sont en train de vous balancer. Alors, il y a un truc, je ne sais pas si vous connaissez ça, il y a un truc qui est génial que j'ai découvert moi l'année dernière, qui s'appelle l'épigénétique. Eh bien, l'épigénétique, vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous l'expliquer en 2 mots. L'épigénétique, c'est la capacité de l'homme à pouvoir changer son génome, c'est-à-dire à pouvoir changer la manière dont ses génomes sont constitués. C'est-à-dire qu'on peut influencer la manière dont son corps va réagir à la maladie. Quand, par exemple, vous avez quelqu'un qui, malheureusement, a des symptômes d'une maladie grave, il va chez son médecin pour se faire ausculter, et puis le médecin, alors, il a des symptômes, mais tout va globalement à peu près bien, hein.
Et puis le médecin va lui faire le constat, le diagnostic sévère qu'éventuellement, monsieur a un cancer de la prostate. Eh bien, dans 90 ou 95% des cas, vous allez avoir tout d'un coup une accélération, non seulement des symptômes, mais aussi de l'ensemble de la maladie. Et ça fait partie de ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire c'est la capacité du cerveau, de notre mental, à influencer nos génomes, ce qui est un truc complètement dingue. Et c'est prouvé scientifiquement, hein, ce n'est pas un truc à la légère. Donc tout ça pour vous dire que plus vous entendez des gens qui vous disent que vous êtes dans la merde, plus ça sent mauvais. Et ça, c'est vachement important de le comprendre. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas, que vous ne pouvez pas ou que vous ne devez pas être les témoins du monde. Mais le monde, ce n'est pas les informations. Le monde, ça n'est pas ce qu'on vous raconte tous les jours dans la presse ou dans les médias. Donc là, du coup, bah, hop, ça fait partie des constats que moi j'ai fait. À un moment donné, on arrête. Et vous savez, vous serez absolument pas débile en n'écoutant pas les informations. Ma petite maman, j'essaie de la former à ne plus écouter les informations parce qu'elle était la tête prise dans cette espèce d'étau. Et à chaque fois que je l'ai au téléphone, je l'appelle tous les jours, elle me parlait de ça. Je dis, mais maman, stop, arrête, n'écoute plus. Et elle me dit, mais tu sais, tu es bien obligé d'écouter, tu es bien obligé de te tenir au courant du monde. Et je lui ai dit gentiment dit, mais maman, le monde, ce n'est pas les informations. Le monde, c'est dans mon jardin. Le monde, c'est des petits oiseaux qui montent sur mon rosier. Le monde, c'est mon rosier qui se met en fleurs ou qui s'éteint tous les jours. Pour la première fois de ma vie, j'ai un énorme rosier devant chez moi. J'ai vu ce rosier éclore, faire des merveilleux boutons qui se sont transformés en merveilleuses roses dont on a d'ailleurs profité. On en a coupé quelques-unes. Et puis, je l'ai vu petit à petit s'éteindre, mourir. Et puis là, il y a une nouvelle poussée de nouvelles roses. C'était la première fois de ma vie que je voyais des roses pousser. C'est un truc de dingue quand même. Et ça, c'est le monde. Ce n'est pas les informations. Donc là aussi, ce que je vous suggère, c'est un constat que je fais, c'est que pour pouvoir se sentir mieux pendant ce confinement, c'est de mettre sur off. Alors, vous aurez toujours les informations importantes. Toujours. Et puis, vous irez éventuellement les chercher. Notre Premier ministre s'est exprimé hier. Moi, je ne l'ai pas écouté parce que j'avais d'autres choses à faire. Et je suis allé chercher les informations nécessaires. Et puis, point barre, je n'ai surtout pas écouté les commentaires, les critiques, les analyses, les commentaires de nos super commentateurs. Vous savez qu'on a fait des métiers, des processus mentaux qui nous rendent malades. On a des commentateurs, on a des analystes, on a des pronostiqueurs. Non, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et on s'en rend même pas compte. Alors voilà, tout ça, c'est des constats. Je pourrais vous en parler encore pendant des heures comme ça parce que c'est des trucs qui sont complètement fous, dont on ne se rend pas compte, qui nous rendent complètement débiles et qui nous amènent à l'anormal. Parce que tout ça n'est pas la norme. La normale, en deux mots cette fois-ci, c'est bien d'autres choses. Alors, la première des choses qu'on peut faire pour la suite, du coup, c'est déjà de vous rendre compte que vous avez, vous, individuellement, le pouvoir de changer la suite. Vous savez, on est tous en train de se dire, on critique pour le coup, pour certains, on critique le pouvoir en place, on critique les médias, comme je viens de le faire d'ailleurs quasiment, on critique tout ça, on dit ouais, on continue de les écouter d'ailleurs. Hein. Mais moi j'ai un de mes amis souvent qui critique tout et je lui dis écoute, tu critiques, ok, qu'est-ce que tu proposes? Ah ben moi si j'étais, non mais je te demande pas si tu étais, parce que toi tu n'es pas, d'accord? Tu n'es pas ministre, tu n'es pas sénateur. Tu n'es pas député, tu n'es même pas maire, tu n'es même pas sous-maire, tu es rien du tout. Tu es comme moi, on est juste des citoyens. D'accord? Donc, critiquer, ça ne sert à rien. Alors, qu'est-ce que tu peux changer, toi, dans ce système? Et tout d'un coup, il se rend compte d'une chose, c'est que lui, comme vous, comme moi, nous avons à la main, dans nos portefeuilles, dans nos têtes, un truc absolument génial, qui est un bulletin de vote au quotidien, qui consiste à acheter ou à ne pas acheter, à écouter ou à ne pas écouter, à lire ou à ne pas lire. Et nous avons ce pouvoir individuel de faire changer le monde. Alors, ce n'est pas de moi, vous savez, hein, c'est une phrase bouddhiste qui consiste à dire qu'on est soi-même, on peut soi-même incarner le changement que l'on souhaite dans le monde. Mais ça veut dire quoi? Incarner le changement qu'on souhaite dans le monde, c'est une belle phrase philosophique, mais ça veut dire quoi globalement? Ça veut dire que moi tout seul, je pèse lourd. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté un type qui est absolument génial, qui s'appelle Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, vous savez, c'est un écologiste forcené, c'est un philosophe. Et Pierre raconte une histoire formidable qui est l'histoire du petit colibri. Donc, l'histoire du petit colibri, c'est quoi? C'est une jungle qui est en feu.
et le feu est tellement énorme qu'il est en train de submerger l'ensemble de la jungle. Et les animaux sont là en se plaignant, en disant mais que font les autorités d'une certaine manière. Et puis bah, ils sont là un peu paniqués, un peu figés, vous savez, comme le lièvre dans les phares de la voiture. Hein, on ne bouge plus, là, on est paralysé comme ça. Et ils voient ce petit colibri qui va à la rivière, qui prend sa petite goutte d'eau et puis qui va la poser sur le feu. Et ils sont tous en train de se foutre de sa gueule et de se moquer de lui en disant mais qu'est-ce que tu fais, petit colibri? Tu crois peut-être qu'avec ta petite goutte d'eau, tu vas éteindre le feu? Et le petit colibri, il leur répond je ne sais pas si je vais éteindre le feu, mais je sais une chose, c'est que moi, je fais ma part du travail. Et je trouve que cet exemple, il est juste génial parce que vous avez tous, nous avons tous cette espèce de capacité à pouvoir changer la suite. C'est-à-dire que le collectif ne peut changer qu'à partir du moment où individuellement, nous prenons conscience de ce que nous pouvons changer. Ben, c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que vous allez pouvoir changer, vous, quand vous allez rentrer, pour nous, le 11, 12 mai ou éventuellement après, et puis pour vous en Allemagne, je ne sais pas quand, à partir du 4 ou je ne sais pas quelle date précisément on vous a donné, ben, il y a plein de choses à changer. La première des choses, c'est la relation à vous-même. C'est qu'est-ce que vous avez compris sur vous-même pendant ces quarantaines, cette quarantaine et ces quelques 40 ou 43 jours que vous avez vous déjà vécu. Est-ce que vous vous rendez compte de la manière dont vous avez ces pensées compulsives? Est-ce que vous êtes capable de les calmer? Est-ce que vous êtes déjà capable de revenir ici et maintenant, au moment présent, et de vivre en pleine conscience? Ça, c'est déjà la première des choses. La deuxième chose, c'est que si vous n'en sentez pas capable, eh ben, ça peut être un super déclencheur d'un travail personnel. Vous savez, la psychothérapie, la psychiatrie, le développement personnel, ce n'est pas pour les débiles. C'est pour les gens qui sont ouverts et c'est pour les gens qui ont envie de progresser. Ça fait partie des choses normales de la vie de pouvoir faire un bon nettoyage de son passé. Et puis, il y a même des techniques aujourd'hui qui sont des techniques qui vous amènent pas forcément à retourner et à nettoyer le passé douloureux et difficile. Hein. On a des techniques en présence qui permettent de faire ça de manière beaucoup plus sereine et calme. Et ça, je pense que déjà, changer le rapport à soi, ça me paraît quelque chose d'important parce que changer son rapport à soi, c'est aussi changer son rapport aux autres. Donc ça, c'est la première des choses. On parlait aussi avec Anne-Christelle de la manière dont vous allez pouvoir rentrer dans vos entreprises et peut-être avoir envie de changer vos rapports à vos patrons ou à vos collaborateurs. Parce que vous aurez peut-être découvert que en confinement, il y a des choses que vous acceptiez de vos patrons que vous n'êtes plus prêt à accepter. Et vous allez peut-être même vous dire, alors parfois avec la peur au ventre ou parfois pas, moi personnellement, je ne peux plus accepter de travailler comme nous avons travaillé jusqu'à maintenant. Alors certains vont se le dire, mais ils vont pas avoir vont pas oser en parler, et puis d'autres vont peut-être avoir osé. Ce qui est intéressant, c'est précisément avant d'y retourner, et puis même quand vous y serez retourné, de voir comment vous pouvez faire le bilan, faire le point sur ce qui est important pour vous, sur ce que vous êtes prêt à accepter ou pas. Et si vous vous rendez compte que l'entreprise dans laquelle vous êtes ne vous respecte pas, ou en tout cas que vous ne vous sentez pas respecté, que vous ne vous sentez pas reconnu, estimé par rapport au travail que vous faites, eh bien, posez-vous la question de quoi j'ai besoin, quelles sont les valeurs clés qu'il est essentiel pour moi que mon entreprise incarne, comment je veux fonctionner avec mon patron. Et si vous vous rendez compte que tout ça, dans le contexte dans lequel vous êtes, n'est pas possible, eh bien, voyez comment, avec la plus grande discrétion possible, eh bien, vous allez pouvoir mettre en œuvre un travail de changement, peut-être changer d'entreprise, parce que vous ne pourrez peut-être pas changer votre patron. Mais si vous avez la chance d'avoir un patron qui est légèrement ouvert, on en reparlera aussi tout à l'heure, ben vous allez peut-être pouvoir poser les choses de manière factuelle et très respectueuse, bien sûr, tout en étant très bienveillant mais très cadré pour dire que voilà, vous avez profité de cet instant de confinement pour pouvoir eh bien, faire le bilan et faire le point de ce qui est essentiel pour vous. Voilà, en faisant un feedback d'ailleurs, comme je vous disais tout à l'heure à votre patron, en vous disant ben voilà, dans ma relation à toi ou à vous, voilà ce que j'aime et ce que j'apprécie. Dans ma relation à toi ou à vous, voilà ce que j'ai appris et constaté avant et pendant ces périodes de confinement. Et voilà ce que je vous suggère et ce que je me suggère. Vous voyez, c'est un feedback qui est juste génial. On apprend ça depuis. Enfin, moi, j'ai appris ça. Ça fait partie des premières choses que j'ai appris quand j'ai commencé à travailler sur ces outils de Palo Alto et de programmation neurolinguistique. Cette forme de feedback en 3 points qui est juste génial, que vous pouvez utiliser tout le temps.
qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai apprécié. Deuxième point, qu'est-ce que j'ai appris et constaté sur moi, sur les autres, sur le contexte. Et le troisième point, qu'est-ce que je suggère, qu'est-ce que je vous suggère et qu'est-ce que je me suggère. Ça, c'est un point juste. Alors souvent, quand je dis ça, les gens me disent « Ouais, mais dans ton feedback, Francky, t'es bien gentil, mais il n'y a pas le négatif. » Mais on s'en fout du négatif. Le négatif, ça sert à rien de dire je n'aime pas ta manière de. Par contre, suggérer, c'est transformer en positif ce que j'aurais éventuellement au départ dit en négatif. D'accord? Donc, c'est important de le mettre sous cette forme-là. Ça me paraît important de préparer ça et de voir et de vous poser finalement quel risque, la question du risque que vous avez à faire le dos rond. Quel risque vous avez à accepter des choses qui pour vous deviennent inacceptables? Je pense que certaines d'entre nous, pendant ce confinement, ont découvert des choses qui pour eux, pour elles, étaient inacceptables. J'étais tout à l'heure avec une de mes clientes au téléphone et qui avait des relations avec son patron qui n'étaient pas faciles et qui précisément se rendait compte qu'il y avait des choses qui pour elle étaient inacceptables. Et je lui ai posé la question, quel risque tu as à dire ce que tu penses? Et elle me dit, le risque que j'ai, c'est que ça ne lui plaise pas. Mais oui, effectivement. Et quel risque il y a à ce que ça ne lui plaise pas? Est-ce qu'il est capable de l'entendre ou pas? Et elle m'a dit, oui, il est capable de l'entendre. Alors, elle a de la chance. Mais il y a des gens dont ils savent que leur patron ne sera pas forcément capable d'entendre le feedback, notamment les suggestions, les constats. Ils attendront les GMA, mais ils n'entendront pas les constats et les suggestions. Alors, dans ce cas-là, eh bien, ça fait partie du travail que je vous suggère de faire pour pouvoir revenir à quelque chose de nouveau, une nouvelle manière de planter le décor, et qui précisément consiste à peser le risque, à faire le dos rond, c'est-à-dire à accepter finalement et à continuer, ou bien à changer, éventuellement à poser les bases de quelque chose de nouveau. Ça, c'est pour les collaborateurs. Si vous êtes patron vous-même, si vous êtes manager, je vous suggère de reprendre très vite contact humainement avec les gens avec lesquels vous travaillez, et pas professionnellement et organisationnellement. C'est-à-dire de réserver, j'ai fait une petite vidéo aussi là-dessus sur les réseaux sociaux, vous aurez peut-être l'occasion de la voir sur mon Facebook, justement de ne pas revenir comme ça et de reprendre le boulot. Mais d'abord, de faire ensemble ce feedback. J'ai suggéré à pas mal de mes clients, on va le mettre en place à la rentrée, dès qu'on pourra rentrer, un séminaire de retour non pas à la normale, mais justement de retour à l'humain. Et notamment, c'est une journée de boulot, mais qui n'est pas du boulot sur le plan de l'organisation du travail de la boîte, mais qui est d'abord, ça commence par un petit déjeuner où on va festoyer, si j'ose dire, alors avec un petit confinement et puis quelques masques, hein, mais on va se faire un super petit déjeuner. Et puis ensuite, on va se faire un feedback de la manière dont chacune et chacun a vécu le confinement. Et puis, on va se faire le feedback de ce qu'on peut en tirer sur le plan du travail. Donc là, vous, en tant que manager, rappelez-vous, on est très souvent, malheureusement, en rapport avec la fonction, en oubliant qu'on a en face de nous des femmes et des hommes qui sont avant tout des humains. Et on l'oublie en permanence. On a le patron du marketing, on a le responsable de l'informatique, mais on oublie qu'on a Pierre, Paul et Jacques et que Pierre, Paul et Jacques, il vit au quotidien des angoisses, du stress, des bonheurs, des choses qu'il adore. Ben, c'est ça l'idée de revenir à quelque chose qui est une forme relationnelle. Hein, donc ça me paraît vraiment important de faire les choses. Après, un autre point que je vous suggère pour la suite, bah, c'est de vous faire confiance et notamment de vous rappeler que vous avez un truc absolument génial en vous et qu'on a tous, hein, pour le coup, qu'on porte dans notre ADN, qui est ce que nous appelons en systémique la loi de la variété requise. Je ne sais pas si vous connaissez cette loi de la variété requise, c'est la loi du feedback, entre autres, c'est la loi de la rétroaction. Et cette loi de la variété requise, elle est toute simple à comprendre. Mais il faut pour ça, pour que vous puissiez bien l'utiliser, que vous soyez bien conscient, c'est-à-dire éveillé à ce que vous êtes en train de faire ici et maintenant. La question, c'est, dans un contexte donné, vous faites quelque chose et en faisant ce quelque chose, vous allez obtenir un résultat. Vous devez, en utilisant votre acuité sensorielle extérieure, hein, vos yeux, votre nez, vos oreilles, etc., observer que ce que vous faites vous amène un résultat qui vous va super bien. Et si ce résultat vous va bien, ben vous savez une chose, qu'en continuant de faire la même chose, vous obtiendrez toujours le même résultat. Et que du coup, si vous augmentez et que vous renforcez et que vous faites plus de la même chose, vous obtiendrez plus du même résultat et c'est juste génial. Mais en revanche, ça sera aussi important que vous constatiez que dans certains contextes, quand vous faites quelque chose,
vous obtenez un résultat de merde qui ne vous va pas. Et là, pour le coup, la variété sera requise. C'est ça la loi de la variété requise. C'est-à-dire que vous êtes sûr d'une chose, c'est que si vous continuez à faire la même chose, vous obtiendrez toujours un résultat qui pue et qui ne vous va pas. Et tout vaudra mieux, comme on dit, de faire autre chose, n'importe quoi d'autre que ce que vous faites habituellement, puisque ce que vous faites habituellement vous amène un résultat qui ne vous va pas. Et ça, c'est vachement important. Comprenez bien que c'est quelque chose que vous avez en vous. Quand par exemple, vous bricolez, vous prenez un clou et un marteau, et puis vous allez taper votre clou pour l'enfoncer dans une planche ou dans un mur, eh bien, à un moment donné, le marteau va riper et vous allez vous faire mal aux doigts. Vous utilisez sans le savoir la loi de la variété requise. Vous allez varier quelque chose. Vous allez varier la manière dont vous tenez le clou, la taille du marteau, la manière dont vous avez la taille du clou, et puis éventuellement, vous allez demander à quelqu'un de tenir le clou pendant que vous tapez avec le marteau. En tout cas, vous allez varier quelque chose de telle manière que vous ne fassiez plus mal. Vous voyez qu'on fait ça naturellement. Sauf que dans les contextes de communication, de relations et de management, on est tellement centré sur soi, on est tellement centré sur son petit vélo, sur son mental et ses pensées compulsionnelles, qu'on en oublie l'autre et l'essentiel. Et ce qui va être juste génial quand vous allez rentrer pour éviter l'anormal et mettre en place de la nouveauté, du légitime pour un nouveau départ, eh bien, ça consiste précisément à faire ce feedback dont je vous parlais tout à l'heure pour pouvoir voir ce qui marchait et ce qui ne marchait pas, et d'en tirer ensemble les constats de telle manière que vous puissiez construire quelque chose de fort et de nouveau. Alors, dans le fort et le nouveau, il y a aussi un truc qui est quand même rigolo. J'ai des gens avec lesquels je discute là au téléphone qui sont des copains et puis et qui me disent ouais, faut qu'on anticipe. Hein. Faut vraiment qu'on anticipe, c'est super important. Et vraiment, je me fais du souci pour l'avenir. Ah, je me fais du souci pour l'avenir. Alors là, je rigole, hein. Mais eux, ils rigolent pas quand ils disent ça. Et je lui pose la question, je lui dis, mais tu sais, anticiper, c'est un peu difficile, tu sais. Il y a des leaders qui ont une certaine vision de l'avenir et de l'incertain, mais anticiper, c'est juste pas possible. Tu sais que anticiper, c'est juste développer sa capacité à réagir. Et anticiper, c'est même plus que ça, c'est développer sa capacité à s'adapter au plus vite. C'est celui qui s'adapte au plus vite qui est capable, entre guillemets, d'anticiper. C'est-à-dire que anticiper, c'est pas de la divination. S'occuper de l'avenir et s'angoisser de l'avenir, ça ne marche pas. Ça sert à rien. Plus vous pensez à un problème de demain et ça l'arrange pas plus. Y penser maintenant, ça ne le fait pas avancer. En revanche, anticiper, c'est-à-dire s'adapter au plus vite, c'est être présent ici et maintenant, c'est comprendre factuellement ici et maintenant ce que je peux faire et qui dépend de moi et qui fait qu'éventuellement, je vais pouvoir changer au plus vite les choses, quand les choses se présenteront. Mais pour l'instant, elles ne se présentent pas. Donc, tant qu'elles ne se présentent pas, ça ne sert à rien de les faire avancer. Donc, du coup, l'idée, c'est celui qui est capable d'avoir une vision, c'est-à-dire de projeter ce qu'il a envie, parce qu'il ne s'agit pas de ne pas avoir d'objectif et de projection. Hein. On a besoin d'avoir, de projeter ses envies quand on est chef d'entreprise, c'est ce qu'on fait. On a une nouvelle idée, ou dans une entreprise avec un nouveau service, on a une nouvelle idée d'une organisation, on va la projeter, c'est-à-dire qu'on va l'imaginer, on va la voir, on va la ressentir, on va la mesurer, on va être capable d'en définir les critères de résultats. Et puis ensuite, ici et maintenant, on va s'adapter au mieux pour pouvoir faire en sorte que chaque petit pas nous rapproche de cette projection et de cette idée que l'on a. Eh bien, c'est ça la notion d'anticipation. La notion d'anticipation, en fait, elle se passe au présent. C'est bien sûr la tête dans les étoiles, une forme de vision, mais c'est les pieds dans la glaise. C'est être capable de voir ici et maintenant ce qui se passe pour que chaque petit pas nous amène à avoir la bonne trajectoire. C'est comme quand vous faites du vélo ou de la moto ou de la voiture, eh bien, ce qui fait que vous n'allez pas dans le décor, c'est d'abord la première chose, c'est d'avoir une vision de là où vous allez. Et ensuite, c'est votre capacité à vous adapter en permanence dans vos mouvements, dans ce que vous faites, à votre manière de freiner, d'accélérer et de tenir votre volant pour pouvoir aller dans la trajectoire que vous avez suivie. Donc ça, c'est un point qui est super important de comprendre que pour pouvoir vous adapter on va dire anticiper d'une certaine manière, et bien les choses vont se passer ici et maintenant encore une fois. Donc posez-vous encore une fois les mêmes questions. C'est qu'est-ce que je constate, qu'est-ce que j'ai envie de faire, par quoi je peux commencer, qu'est-ce qui dépend de moi
et à partir de là, vous allez commencer à pouvoir vraiment agir tout sens dehors avec une acuité sensorielle qui va vous permettre vraiment d'être le plus réactif possible. Celui qui va anticiper le plus, c'est celui qui est capable, ici et maintenant, de réagir au plus vite. Et celui qui est capable de réagir au plus vite, c'est celui qui n'est pas paumé dans ses pensées compulsives, mais c'est celui qui est ici et maintenant en train de regarder que ce qu'il fait amène le résultat qu'il veut. Voilà. Et ça, c'est un truc qui est juste génial. Et quand vous découvrez ça, ça change un peu la vie. Et puis enfin, dernier point, puis après on échangera. Je parle souvent de points qui me sont super importants. On en a parlé un peu dans notre préparation avec Anne-Christelle. Je parle beaucoup de Maria Montessori dans mes bouquins et puis dans mon quotidien. Je ne sais pas si vous connaissez toutes et tous Maria Montessori, mais Maria Montessori était une femme italienne de la fin du 19e et début du 20e siècle, qui était une des premières femmes médecins italiennes et qui a beaucoup travaillé sur l'éducation, mais au-delà de l'éducation d'ailleurs, sur la manière dont on peut amener des enfants qui, alors au départ dans son expérience, étaient des enfants défavorisés, socialement parlant, mais sur le plan général aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut éduquer et surtout élever des enfants. Et pourquoi je vous parle des enfants et de l'éducation? Eh bien parce que un des points qu'on a découvert pendant ce confinement, c'est effectivement de voir comment on peut se rapprocher de nos enfants et peut-être changer l'éducation et se rendre compte que on a une responsabilité phénoménale pour changer le monde dont je vous parlais. C'est non seulement se changer soi-même, mais c'est aussi changer notre manière d'élever nos enfants au vrai sens du terme. Pas de les cultiver, de les éduquer, mais de les élever, c'est-à-dire d'en faire des gens, des petits hommes ou des petites femmes qui seront des femmes libres, libérées dans leur tête. Et pour ça, Maria Montessori parlait d'un concept que je trouvais absolument génial, qui est le concept de contenance. La contenance de Maria Montessori, elle passe par 5 points qu'elle vérifiait et qui permettaient à un petit enfant, un petit fœtus dans le ventre de sa maman, contenu dans cette notion de protection dans l'utérus et dans le liquide amniotique, qui passait par un premier point qui était la notion de sécurisation. Ce petit enfant, il ne pouvait se développer que parce qu'il était en sécurité dans le liquide amniotique, entre autres, et protégé dans l'utérus. Et puis aussi parce que, deuxième point de la contenance, maman répond à ses principaux besoins. Et les principaux besoins de ce petit fœtus qui se développe en petit enfant, eh bien, c'est à la fois le besoin de protection, comme on l'a dit, mais aussi le besoin de nourriture et le besoin d'hygiène. Le liquide amniotique qui se renouvelle tout au long du quotidien et du jour et qui lui permet de pouvoir continuer de vivre et de se développer. Ça, c'est le deuxième point donc, de la contenance. Le premier, c'est la sécurité. Le deuxième, c'est répondre à ses besoins essentiels. Le troisième point que Maria Montessori mettait en exergue, c'était la notion de relation. Ces petits bébés sont des êtres de relation déjà dans le ventre de leur maman. Ils sont bien sûr en relation avec le premier amour de leur vie qui est maman, mais ils sont aussi en relation avec tous les gens qui sont autour par le biais du bruit qu'ils entendent dans le ventre. Ils entendent le chien qui aboie, ils entendent la musique, ils entendent les frères et sœurs, ils entendent la voix du papa comme ça qui parle sur le ventre de maman pour que bébé entende et se fasse déjà, c'est ce qu'on croit nous les papas, à la voix du papa. Vous voyez que c'est déjà un être de relation absolument génial. Le quatrième point de la contenance de Maria Montessori, c'est la créativité et le développement. Les petits bébés, les petits enfants sont déjà, depuis qu'ils sont à l'état de 2 cellules qui se surmultiplient pour donner naissance à ce petit bout de fœtus qui devient lui-même un fœtus et qui devient un petit enfant, et on porte ça dans notre ADN, ce sont des êtres de créativité et de développement. Et on a vraiment ça en nous. C'est quelque chose qui nous habite. Et le dernier point, qui est un point essentiel pour ces petits bébés, c'est la notion de plaisir. Le bébé est déjà dans le plaisir. Je vous rappelle qu'a priori, normalement, on a été fait dans le plaisir quand même, il faut s'en rappeler un peu, sauf cas très exceptionnels, on va dire. Mais globalement, non seulement on a été fait dans le plaisir, mais en plus de ça, ces petits-enfants, dans le ventre de leur maman, prennent du plaisir. Le premier plaisir que les enfants prennent, c'est du plaisir kinesthésique. Ils se frottent contre la paroi utérine et ils ont ce plaisir réel à pouvoir être dans ce liquide amniotique en sécurité, etc. Ça, c'est les 5 points de la contenance. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que Maria Montessori, elle disait, et ça fait partie de l'éducation montessorienne, que pour pouvoir élever un enfant, il fallait précisément répondre à ces 5 points de la contenance après la naissance du petit bébé et tout au long de son éducation, tout au long de son grandissement, de son développement. Le premier point, la sécurité. Donc, c'est mettre en place autour de ce petit enfant un cadre
qui est un cadre qui, on le sait tous pour les enfants, le cadre est sécurisant. Sans cadre, un gosse n'est pas en sécurité. Il ne se sent pas en sécurité. Donc, c'est sécuriser ce petit enfant. C'est aussi assurer sa sécurité, bien sûr, sur le plan physique, corporel, sur le plan de ses besoins de nourriture, etc. On est bien évidemment là-dedans. L'autre point de la sécurité, c'est qu'il se sente suffisamment sécurité pour exister lui-même. C'est-à-dire que les parents lui laissent la place pour qu'il se sente en vie. Alors que notre premier réflexe, mais bien sûr pour le protéger, c'est plutôt de l'engoncer un peu. Hein. Non seulement on l'engonce avec des couches et puis des vêtements qui le serrent un peu, mais au-delà de ça, quand il a 1, 2, 3 ans, dès qu'il va commencer à tomber par terre, on se jette dessus, on ne va pas lui laisser prendre une fourchette parce qu'il risque de se blesser, etc. Je vous invite à regarder ou à aller voir les écoles Montessori. Quand les gosses de 3 ans ils jouent avec un cutter ou avec un fer à repasser qui est un vrai fer à repasser, ben, franchement, les papas et les mamans qui sont angoissés, ils meurent. Donc, c'est sécurisé. Et entre autres, les petits acceptent le cadre. Deuxième point de la contenance de Maria Montessori, c'est les besoins essentiels. Et dans les besoins essentiels, eh bien, il y a un truc qui est juste super importantissime pour les gosses, qui est l'autonomie. Les enfants ne peuvent pas grandir autrement que dans l'autonomie. À chaque fois que vous les barricadez, vous mettez en place autour d'eux des choses qui vous rassurent vous, mais qui ne leur permettent pas à eux de s'épanouir, de s'ouvrir comme mes rosiers dont je vous parlais tout à l'heure. Ça ne marche pas. Alors, il y a plein d'autres choses dans ces besoins essentiels, mais un des besoins essentiels, c'est effectivement cette notion d'autonomie et de reconnaissance, parce qu'ils ont besoin de cette reconnaissance. Le troisième point, on l'a vu tout à l'heure, c'est des êtres de relation, toujours, et ce sont des petits gamins, des petites filles, des petits garçons qui ont besoin d'être en relation avec du monde autour d'eux. Alors effectivement, le confinement n'est pas forcément simple. On voit d'ailleurs que certains gosses le vivent mal. Hein, rencontrer du monde. Et dans les écoles Montessori, c'est juste génial puisque les élèves sont mélangés en âge et en expérience. Le quatrième point, c'est la créativité et le développement. Dans les écoles Montessori et dans l'éducation Montessori, eh bien, on met en place un matériel éducatif qui permet aux enfants de faire de la créativité, de faire du développement. On les met dans des jeux qui vont les amener à faire du brainstorming. Alors, on n'appelle pas ça du brainstorming avec les gosses, bien sûr, mais en tout cas, qui vont leur permettre de pouvoir jouer d'une certaine manière. Et puis, le dernier point dont je vous parlais, c'est le plaisir. On est avec eux dans le plaisir. Il n'y a que dans les écoles françaises, parce qu'en Allemagne, c'est déjà un peu différent, mais pas beaucoup. En Italie, ça l'est aussi un petit peu, mais pas beaucoup. Il n'y a que dans les écoles françaises où on oblige nos élèves à être le cul sur une chaise, à fermer leur bouche toute la journée, alors que le naturel d'un enfant, c'est la relation, c'est le plaisir, c'est l'autonomie et c'est la manière de se dépenser et d'être extériorisé. Vous imaginez un petit peu le système. Alors, tout ça, vous allez me dire, mais pourquoi il nous raconte ça, notre petit Francky? Ben, je vous raconte ça parce que je me suis rendu compte d'une chose qui est juste géniale et je vous suggère de le mettre en place si vous êtes un patron ou un manager. Et je vous suggère de le suggérer à vos patrons, à vos managers quand vous rentrerez après le confinement pour éviter l'anormal L'. Mettez en place un management et une entreprise qui soit contenante et qui passe par les 5 points de la contenance. Premier point, sécurité. On voit une chose, c'est que les collaborateurs qui se sentent en sécurité en ce moment, ce sont les collaborateurs dont qui savent que leur entreprise est une entreprise solide sur le plan du bilan. Hein. Donc, avoir un haut de bilan qui soit suffisamment solide avec des réserves financières qui permettent de tenir les 3 ou 4 ou 5 mois qui vont se passer là et qui vont être un petit peu au ralenti parce qu'on sait qu'on va tous morfler. L'année 2020, ça ne sera pas une bonne année, sauf pour certaines entreprises qui vendent des masques ou des grandes surfaces qui vendent beaucoup plus que ce qu'ils ont vendu habituellement. Voilà, on sait que dans tous les contextes de crise, il y a des gens qui tirent leur épingle du jeu et c'est juste très bien. Mais en tout cas, être en sécurité et sécuriser vos entreprises. Le deuxième point de la sécurité, eh bien, c'est ce que les gens appellent l'entreprise libérée. L'entreprise libérée, pour être libérée et pour qu'un collaborateur soit libre, eh bien, il faut qu'il se sente suffisamment sécurisé pour avoir la parole libre. Et pour ça, ça nécessite de mettre en place un cadre et des règles du jeu et des rituels qui permettent aux gens de se sentir aptes à parler, à dire les choses, à aller au bout du fond de leurs pensées. Hein. Et notamment, pour ça, ça nécessite un cadre où vous allez avoir un patron qui va pouvoir vous dire « C'est important pour moi, Franck, ou Anne-Christelle, ou Isabelle, de dire les choses, et j'attends de toi que tu les dises. » Mais qui se comporte de la manière dont il parle. C'est-à-dire que s'il vous dit Isabelle, vas-y, dis-moi ce que tu as sur le ventre, et au moment où Isabelle, tu lui dis ce que tu as sur le ventre, il te regarde et puis il dit écoutez, Isabelle, c'est bien gentil ce que vous me dites là, mais je ne vous ai pas demandé de me dire ce genre de choses, ça, vous le gardez pour vous.
tu imagines bien, Isabelle, que tu vas plus lui dire grand-chose derrière. En tout cas, quand il va te solliciter, tu vas lui dire non, non, tout va bien, tout va bien. Hein, avec l'arrière-pensée et puis la non-congruence que tu portes sur ton visage en lui disant tout va bien alors que tout va mal. Donc voilà, l'idée, c'est sécuriser aussi à ce niveau-là. Donc ce cadre est important. Et puis c'est sécuriser aussi avec des objectifs partagés, parce que si vous ne partagez pas vos objectifs, eh ben, ça me paraît difficile pour vous de les atteindre. C'est super difficile d'atteindre des objectifs que vous n'avez pas co-créés avec vos patrons. Et ça peut faire partie des choses que vous allez changer. Notamment, ce qui va changer, c'est que quand vous allez rentrer, peut-être qu'il va falloir faire mieux plutôt que plus. Jusqu'à maintenant, c'était plus et toujours plus, mais on n'est pas dans un monde de croissance, on n'est pas dans une croissance exponentielle. La vie, c'est pas ça. Les arbres n'ont pas une croissance exponentielle, y compris les grands séquoias du monde. Les enfants n'ont pas une croissance exponentielle. À un moment donné, on se rabougrit. Et pourquoi les entreprises échapperaient à ça? C'est un truc débile. Donc là aussi, c'est pareil, sécuriser les budgets, sécuriser les choses de telle manière qu'on se sente en sécurité si on atteint ou pas nos objectifs. Avec une épée de Damoclès là qui ne nous sécurise pas, bien entendu. C'est supprimer cette épée de Damoclès. Le deuxième point du management contenant, c'est les besoins essentiels. Je vous disais tout à l'heure, c'est l'autonomie. Les gens ont besoin d'autonomie. Et puis, ils ont besoin, vous savez, on est en haut de la pyramide de Maslow, ils ont besoin de se sentir estimés, d'avoir une reconnaissance, de servir à quelque chose, d'être utile. Et ça, c'est vraiment le haut de la pyramide de Maslow. Même si on a vu d'ailleurs pendant que le temps de confinement, il y avait certains besoins qui étaient en bas qui sont remontés un petit peu, hein, notamment les besoins de subsistance, le papier chiotte, et toutes ces choses-là qui faisaient partie tout d'un coup des besoins assez essentiels. Hein. L'estime de soi, finalement, l'essentiel, c'était de pouvoir manger. Primum bufare, comme on dit en latin. Hein. Donc voilà, bon, en tout cas, ça va se rétablir à peu près normalement, je pense, derrière. Le troisième point, c'est la relation. C'est quand vous allez rentrer, mais faites des réunions, bon sang. Faites le plus de réunions possible. Alors les gens me disent ah, attends, les réunions, la réunionnite, etc. Vous savez la différence entre réunion et réunionnite. Hein. La réunion, c'est une réunion qui est utile parce qu'elle a un ordre du jour, elle a un cadre temps, elle a un objectif, elle a des animateurs, elle a un compte rendu. La réunionnite, ben, c'est l'inverse. C'est-à-dire c'est une réunion qui n'a pas tout ça. Et là, effectivement, la réunionnite, elle ne sert à rien, sauf éventuellement à faire le café du commerce. Et pour ça, éventuellement, vous avez des gens qui vont gueuler en disant « Ouais, on est toujours en train de faire des réunions », et c'est souvent qu'il manque des choses essentielles. Se réunir, ben, c'est précisément, c'est unir à nouveau les forces de telle manière que vous puissiez faire des choses différentes et ensemble. Et cette notion de relation, elle va avec le troisième point de la contenance, qui est la créativité et le développement. Le quatrième point, pardon, la créativité et le développement. C'est comment vous allez pouvoir, comme je vous le disais tout à l'heure, réinventer vos systèmes, sortir des process de telle manière que le process ne prenne pas le pas sur le contexte. Le contexte est différent aujourd'hui qu'il y a 3 mois. C'est plus du tout le même. Il y a 3 mois, on pouvait être encore dans des contextes de développement. Aujourd'hui, on est dans des contextes qui sont des contextes de subsistance. Et pour subsister, pour pouvoir continuer de vivre, il va falloir être intelligent. Et pour être intelligent, il ne va pas falloir être visionnaire de trop, il va falloir être capable de réagir et de vous adapter de la plus grande, la plus rapide et la plus flexible des manières. Et ça va nécessiter que chacune et chacun d'entre nous fasse preuve de flexibilité mentale et comportementale, qu'il lâche prise sur des choses sur lesquelles on est accroché par sécurité, parce que nos process parfois sont très sécurisants, mais on voit que dans des contextes de confinement et notamment de développement viral, et bien, de temps en temps, il faut peut-être lâcher son process d'étude du médicament pour pouvoir sauver d'abord le plus vite possible parce qu'on sait globalement que ça marche, plutôt que de rentrer dans un cadre pharmaceutique dont on sait qu'il n'amènera des solutions que dans X mois, voire éventuellement X années. Mais tout le monde sera mort en attendant. D'accord ? Donc, c'est comment est-ce que je peux changer ce mode de fonctionnement, garder ce qui est utile dans les process, parce qu'il y a des choses qui sont très utiles, mais voir comment je peux m'adapter d'abord au contexte, parce que c'est le contexte qui prime sur le process. Et puis, donc, dernier point, eh ben, c'est le plaisir. Donc, fêtez vos retrouvailles. Alors, fêtez-les pas en vous embrassant, hein, parce qu'on n'aura pas le droit tout de suite. Mais en tout cas, soyez les plus proches possibles. Dites-vous des choses que vous n'avez peut-être pas osé vous dire jusqu'à maintenant. Dites-vous que vous avez du plaisir à vous voir. Et puis, communiquez sur des choses qui vous touchent vraiment. La bienveillance, c'est pas juste des mots. La bienveillance, c'est pas pour le plaisir. Vous savez, c'est une phrase qui m'est très chère, qui n'est pas de moi, qui est d'un grand monsieur de l'école de Palo Alto, qui s'appelait Paul Václavic.
et qui disait que la relation de confiance était plus importante que le contenu que vous aviez à faire passer. Ben, c'est précisément ça qu'il faut que tout le monde comprenne, et ça sera ma conclusion, puis après on échangera. C'est comment vous pouvez développer entre vous, que ce soit en famille, avec vos amis, dans vos entreprises, dans vos entreprises publiques, privées, le boulot que vous faites, des relations de proximité et de confiance qui fassent que les contenus passent. Voilà. Et ça passe par des comportements qui sont des comportements de respect, d'écoute, d'humilité, de gratuité, prendre du temps pour en donner aux gens, même si les gens vous disent on n'est pas là pour faire du social, le temps c'est de l'argent. Non, 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 non. C'est renverser votre manière de la relation au temps. C'est apprendre à prendre du temps maintenant pour en gagner beaucoup après. L'heure, les 5 minutes, les 2 heures, la journée que vous ne prendrez pas à recréer la relation dans vos équipes, c'est le temps que vous perdrez après parce que vous n'aurez pas fait ça. Et ça, vous pouvez le suggérer à vos patrons si vous-même, vous ne l'êtes pas. Et ça me paraît super important de mettre en place tout ça. Tout ça dans un cadre donné, parce que gentil, mais comme je le dis souvent, pas con. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Merci. Donc, je fais un petit peu de pub, gentil et pas con. J'ai pas fait exprès de finir dessus, tu vois, je savais pas que tu allais le montrer là. Ouais, merci. Du coup, ça me permet d'enchaîner. Merci beaucoup, Franck, pour cet excellent exposé. Moi, j'ai encore appris beaucoup de choses. Tu vois, on a déjà parlé de tout ça ensemble, mais ce qui me permet de bien réintégrer et notamment de vivre ici ou maintenant. Ouais. Alors, il y a beaucoup de questions. On va commencer avec Isabelle, donc c'est ma complice pour lire les questions. Donc, on va les reprendre à partir de 6h30. Didier Max, qui peut-être, tu as Didier Max pu avoir ta réponse, mais tu te posais la question comment développer ensemble de nouvelles actions collectives pour améliorer les coopérations et quelles actions? Alors oui, j'ai un peu répondu tout à l'heure, Didier, hein, mais en plus tu le sais parce que toi tu es un adepte et tu suis tout ce que je dis, ce que je fais, mais le moyen, c'est précisément comme je vous disais tout à l'heure, c'est cette notion de feedback. Sans feedback, ça ne bougera pas. Le feedback, c'est vraiment littéralement la nourriture en retour, rappelez-vous. Hein. Alors, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer, mais il y a un grand monsieur américain qui s'appelle Albert Bandura et qui explique que dans la courbe de vie des choses que l'on vit en entreprise, il y a des choses qu'on apprend et qui nous amènent à avoir une courbe d'attente qui est très importante et puis qui, lorsque vous passez à l'acte, vous amène à avoir une courbe de performance qui est juste en deçà de cette courbe d'attente. Et cette courbe de performance, à un moment donné, elle va arriver à une phase de plateau, c'est-à-dire que vous allez d'abord mobiliser ce qu'on appelle vos compétences inconscientes, c'est-à-dire que vous faites des choses inconsciemment parce que c'est en vous, et puis vous arrivez à faire ce que vous attendez, et à un moment donné, sans vous en rendre compte, votre performance, elle va décrocher, elle va atteindre ce qu'on appelle une phase de plateau. Et cette phase de plateau, on s'en rend pas compte tout de suite. Mais à un moment, quand il y a le gap le plus important entre la phase de plateau et votre attente, eh bien, ça devient très douloureux parce que vous passez tout d'un coup d'une phase qui était la phase de la compétence inconsciente que vous avez en vous, que vous mobilisiez pour faire les choses, à une phase d'incompétence inconsciente qui n'est pas très douloureuse. Mais quand vous vous rendez compte que ce que vous faites ne marche pas, vous passez à un truc qui vous tape sur la tête comme ça et vous vous rendez compte que vous ne savez pas faire. Vous êtes au stade de l'incompétence consciente. Et là, c'est vachement douloureux. Et vous savez ce qu'on fait habituellement? On continue de faire la même chose. Et plus on continue de faire la même chose, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'amène pas de variété, plus le résultat se casse la figure, phase de plateau et voire même éventuellement une phase de déclin. Et là, quand on est dans le déclin, qu'est-ce qui se passe? On a même parfois l'attente qu'on avait au départ qui se casse elle-même la figure. On se dit, hop, à quoi bon? Ça sert à quoi? Et vous vous rendez compte qu'il manque un bout. Je vous ai parlé de la compétence inconsciente, celle que nous avons intégrée, on l'utilise sans s'en rendre compte. Vous avez le stade de l'incompétence inconsciente, vous ne savez pas que vous ne savez pas. Vous avez le stade de l'incompétence consciente, douloureux, vous découvrez que vous ne savez pas. Et il vous manque le stade de la compétence consciente, c'est-à-dire comment réintégrer le plus tôt possible, avant que la phase de plateau soit complètement folle et se casse la figure derrière, du feedback pour que précisément vous puissiez changer les choses. Et bien vous savez quoi? La vie, mon cher Didier, c'est une succession de courbes de Bandura. La vie, c'est ça en permanence. Et le but du jeu, c'est d'arriver à repérer le plus tôt possible les phases de plateau, de telle manière que,
à chaque fois que vous sentez qu'il y a un truc qui commence à merdoyer ou à ne pas fonctionner comme ça devrait, même si ça vous satisfait un peu au départ, vous puissiez immédiatement réintroduire du feedback. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, quand vous allez rentrer dans vos boîtes, faites les feedbacks dont je vous ai parlé tout à l'heure. Faites-les ensemble, faites-les pour vous individuellement, faites-les collectivement dans vos petites équipes. Proposez-le à vos patrons parce qu'ils accepteront de le faire, parce qu'ils seront ouverts quand vous allez revenir, beaucoup plus qu'au départ. Et proposez-leur de le faire et notamment, eh ben, amener de la variété si ça ne marche pas. Je ne sais pas si ça répond, Didier, mais je pense que oui. Hein, ok, oui, je vois. Merci pour ta réponse, Francky, ça marche. Alors, je note, concernant le feedback, Franck, il y a eu beaucoup de questions justement pour le reprendre, mais dans le chat, Ouais. ils l'ont repris. Et on va vous envoyer à la fin de cette conférence justement le feedback écrit qui reprend. J'ai aimé, j'ai appris, je suggère. Donc, vous aurez tout ça à l'écrit sur un lien Google Form que vous pouvez… Voilà, mais pour le remettre encore plus en forme, c'est vraiment bien comprendre que ces trois phases, moi je les complète en disant j'ai aimé et apprécié, parce que les gens parfois ont du mal à dire ce qu'ils ont aimé. Vous savez, aimer pour certains c'est difficile. Donc apprécier c'est plus facile à dire, mine de rien. Donc c'est qu'est-ce que j'ai aimé et apprécié, et ce qui est important, c'est que vous formuliez plusieurs choses, mais en général, quand je demande à quelqu'un de faire un feedback sur un travail qu'on a fait ensemble, je demande au minimum de me dire 5 choses. C'est 5 choses qu'il a aimé apprécier et je demande à le dire de la manière la plus contextualisée et précise possible. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un dit, je demande à faire un feedback sur notre petite conférence du jour et je dis, Anne-Christelle, qu'est-ce que tu as aimé? Et si toi tu me dis, Anne-Christelle, écoute, j'ai bien aimé ta façon de parler. Pour moi, c'est pas suffisamment précis et contextualisé. Donc, c'est rentrer dans le détail des mots. Hein. Je vous rappelle que les mots ne tirent pas leur sens du dictionnaire Petit-Larousse, mais de l'expérience que chacun de nous en avons. C'est-à-dire que j'ai bien aimé ta façon de parler. Façon de parler, ce sont des mots que nous tous, là, nous, on est 90 ou 95, on comprend tous. Mais chacun de ces mots a un sens très différent parce qu'on en a une expérience différente. Donc, c'est rentrer dans le détail des mots. Ça, c'est le premier point. Deuxième point du feedback, j'ai appris, mais j'ai aussi constaté. Appris et constaté, à la fois en positif et en négatif. Hein. C'est important de rentrer dans le détail du constat, et ce constat, à la fois sur moi, mais aussi sur l'autre, et sur le contexte général. Hein. Donc ça, c'est important d'avoir ce détail, et toujours avec des mots qui sont des mots précis et contextualisés. Et puis le troisième point de ce feedback, c'est qu'est-ce que je suggère? Et la suggestion, elle se divise en trois parties. C'est suggestion en général, c'est donc nous, hein, c'est le nous, le collectif. C'est suggestion à l'autre, hein, c'est je te suggère, et puis c'est suggestion à moi, voilà ce que moi je me suggère. Et tout ça avec des mots précis est vachement important en planifiant. Le troisième point du feedback, il doit être planifié. Voilà, sinon c'est du café du commerce. Ok, donc il faudra que je change mon feedback sur le Google Form que je vais envoyer. Merci. Il y a une question de Sébastien qui dit comment, en tant que manager, pourra-t-on tenir le dirigeant qui voudra rattraper l'effet confinement coûte que coûte? Quelle approche avoir? Ah oui, ça vous allez y avoir droit pour certains, je le vois bien. Hein. Ce que je vous disais tout à l'heure, la difficulté, c'est que le retour à la normale, c'est ça, c'est le retour à la croissance. C'est que on sait que 2020 sera a priori pas une année de croissance. Hein. Les spécialistes et les analystes et les commentateurs et les pronostiqueurs disent qu'on sera à -20. Hein. Voilà, donc -20, j'en sais rien. Et voilà, je sais une chose, c'est que je ne sais pas à combien on sera, mais je sais à combien je suis ici et maintenant. Donc la première des choses, effectivement, c'est d'être concentré sur qu'est-ce qu'on peut faire ici et maintenant pour que ça marche. Ça va demander à faire preuve d'une flexibilité, comme je vous le disais tout à l'heure, et d'une adaptation la plus rapide possible. Et ça passe aussi par la prise de conscience du patron que, en mettant la pression sur le plan financier, ça ne va pas favoriser le premier point de la contenance dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la sécurisation. D'où l'importance, effectivement, de voir comment vous pouvez vous sentir sécurisé. Un des premiers points à voir avec votre patron, c'est la sécurité. La sécurité à la fois de l'entreprise sur le plan financier, mais c'est aussi de partager la manière dont vous allez pouvoir éventuellement avancer ensemble. Donc là, l'idée, c'est que le patron va sans doute vous mettre la pression sur le plan des objectifs, pas obligatoirement, parce que vous aurez des patrons peut-être plus humanistes, qui vont peut-être avoir une manière différente de voir les choses. Mais c'est précisément ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est prendre le temps de faire ce feedback.
c'est faire mieux plutôt que plus. Et ça, je pense que c'est le message à faire passer. C'est, monsieur le patron, faire plus, ça va être difficile. En revanche, faire mieux, on est capable de se mobiliser. Et quand on fait mieux, en général, ça fait plus. D'accord? Donc, l'idée, c'est de voir comment on peut, non pas être focalisé sur le revenu, parce que je vous rappelle quand même que étymologiquement, le revenu, ça vient du verbe revenir, et que pour revenir, il faut que ça parte. Et donc, pour que ça revienne au mieux, il faut que ça parte au mieux. Et pour que ça parte au mieux, eh ben, ceux par lesquels ça part, c'est vous et moi. Et si vous et moi, on a l'impression d'être plutôt maltraités ou pas écoutés ou pas pris en compte, vous êtes sûr d'une chose, c'est que ça ne sera pas mieux et qu'a priori, ça ne sera pas plus. Hein, voilà, je pense que vous avez compris, mais ça me paraît super important de vous focaliser là-dessus et de voir comment, ensemble avec votre patron, vous pouvez non pas lui dire que vous ne voulez pas, parce qu'effectivement, tout le monde va avoir envie de sécuriser, tout le monde va avoir envie d'avancer. Mais comme je vous le dis, ce n'est pas en faisant plus que ça marchera. L'année de croissance, ça sera l'année prochaine. Et puis éventuellement, ça sera au mieux qu'on peut, en se focalisant sur ce qui dépend de nous, ici et maintenant, pour faire avancer le schmilblick. Mais pas en faisant des plans sur la comète, en disant, ouais, à la fin de l'année, on va être… Ah, oui, à la fin d'année, on mesurera à combien on sera. Mais ici et maintenant, il y a des tas de choses qu'on peut changer. Vous avez vu des super entreprises, entreprises de l'automobile, qui en l'espace de 10 jours, ont totalement métamorphosé leur système industriel pour pouvoir fabriquer des respirateurs. J'ai un de mes clients qui est juste génial. Je ne sais pas s'il m'écoute, s'il est là, coucou, Patrick. Mais il a une magnifique entreprise en Thaïlande. Il fabrique des tissus médicaux, alors mais pas les tissus de masques. Lui, il fabrique comment on appelle ça, des minerves. Il fabrique des coudières en tissu élastique, etc. En l'espace d'une semaine, il a métamorphosé l'ensemble de sa production, alors qu'il était en chute catastrophique, hein, bien sûr, comme tout le monde, hein, à plus pouvoir importer, etc. Et il a embauché 100 personnes en une semaine pour fabriquer des masques dont on a tous besoin dans le monde entier. C'est un truc de dingue. Vous voyez, c'est ça cette notion d'adaptation ici et maintenant. Comment développer cette capacité de flexibilité comportementale et mentale, pas les mentales, le fromage, on est bien d'accord, hein, le mental, pour pouvoir arriver à bien fonctionner. Merci. Une question encore de Sébastien qui demande comment organiser comment organiser une journée avec tout le monde pour mes équipes avec un dirigeant qui sera contre. Tu es le dirigeant? Non. Alors, je ne sais pas si c'est ton dirigeant ou votre dirigeant ou ton dirigeant, on va dire tu, Sébastien. Si c'est ton dirigeant direct ou pas, là aussi, c'est pareil. Je ne connais pas le contexte dans lequel vous êtes, mais ça me semble important là aussi de lui faire peut-être de lui faire écouter la conférence, hein, pourquoi pas, mais en tout cas de lui faire prendre conscience de cette nécessité à écouter. On va être tous confrontés à des patrons qui sont… Mettez-vous 30 secondes dans les pompes du patron. C'est vachement important. Important de développer cette capacité à prendre le point de vue de l'autre et à jouer à vie ma vie, hein, comme on dit. Vous avez des patrons qui sont super angoissés parce qu'ils ont des crédits énormes sur le dos. Il faut vous en rendre compte. Qui ont des engagements financiers énormes, qui ont des salaires à sortir à la fin du mois, même si une grande partie des équipes sont peut-être en chômage technique. Et ce sont des gens qui sont super angoissés. Je crois que la première des choses, c'est de vous rassembler et d'être dans une forme de collectif qui montre qu'il n'y a pas le patron d'un côté et les collaborateurs de l'autre, mais que c'est tous ensemble, de manière unifiée, hein, avec une vraie égrégore humaine, que vous allez pouvoir relever le défi du mieux qui donnera éventuellement plus. Voilà. Et ça, je pense que c'est super important qu'ils ne se sentent pas isolés, eux ou lui, contre vous, mais qu'ensemble, vous puissiez faire. Alors, Sébastien, tu peux peut-être dire à ton patron que, en n'étant pas d'accord sur le fait de prendre ce temps de cette journée de retrouvailles, ce séminaire de mise à plat des process, eh bien, la seule chose qu'il va éventuellement développer, c'est le fait de se retrouver face à lui avec des gens qui ne vont pas forcément l'apprécier. Et au-delà de ça, je pense que c'est vraiment d'expliquer, de communiquer. C'est vraiment peut-être de passer des exemples de ce qu'on est en train de se dire là, et puis éventuellement de m'appeler, pourquoi pas. Hein. Non, je blague.
On a une question de Berlin. La situation de cette personne, sa question dit, elle dit qu'elle est un peu particulière. Je travaille dans le tourisme à Berlin, je suis au chômage technique, Ouais. initialement jusqu'à fin mai, mais probablement jusqu'en septembre. Nous avons dû choisir de faire du volontariat pendant cette période. J'avais dit non. Résultat, aujourd'hui, 2 collègues plus mon boss continuent de bosser gratuitement à 50% et moi et un autre collègue ne travaillons plus. Ma question est, comment reprendre, si cela arrive, un travail d'équipe après cet épisode? Comment retrouver la cohésion? Alors, délicat, hein, parce que là aussi, ouais, on parlait tout à l'heure de la manière dont les gens ont vécu le confinement. Euh, j'ai un de mes copains, chef d'entreprise, qui m'a dit, bah moi, je mesure les gens qui sont avec moi dans le bateau et ceux qui sont en dehors du bateau, avec une espèce de d'air très juge, hein, une manière de juger l'homme. C'est genre, si tu acceptes pas gratuitement de continuer de travailler, même si tu es en chômage technique ou je ne sais quel type de profil, enfin de statut, tu devrais pouvoir bosser. Je crois que c'est très mortifère comme prise de position. Mais une chose est sûre, alors je ne sais pas quel est le prénom de cette personne, mais j'aurais envie de lui dire, c'est à elle de voir ce qu'éventuellement elle peut donner. Tout à l'heure, je parlais, vous savez, du gentil et pas con, et dans le gentil, il y a la bienveillance, il y a un point qui est juste essentiel, qui est la gratuité dont je vous parlais. Moi, je pense qu'à un moment donné, mais là aussi, c'est pas du tout une injonction, hein, ce que je suis en train de dire. C'est peut-être important. Si vous jugez que finalement, vous auriez peut-être dû euh, comment participer aussi et finalement gratuitement à la continuité du travail et que vous le regrettez, bah, c'est peut-être en parler en disant bah, ouais, j'ai peut-être mal jugé, je suis d'accord pour le faire. Mais c'est peut-être aussi expliquer en disant bah, je n'ai pas pu le faire et je ne voulais pas le faire parce que j'avais peur d'être hors cadre, parce qu'on a vu hein, dans le confinement des gens qui sont en télétravail et qui travaillent beaucoup plus en télétravail que ce qu'ils ne le faisaient et qu'ils ne le font normalement dans un contexte de non-confinement. Moi, j'ai des tas de collaborateurs de mes clients que j'ai eu au téléphone et qui me disent purée, mais j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Même ma propre fille, ma petite Chloé, qui a 25 ans et qui est en agence de pub, elle me dit mais je travaille 10 fois plus. Je travaille 10 fois plus et c'est vrai que ça fait partie des peurs. Alors, ça fait partie des choses qu'il va falloir dire en retour. Je vous disais tout à l'heure, organiser ce retour. Vous ne manquerez pas d'avoir des gens qui vont vous regarder avec un œil un petit peu de traviole, comme ça, en vous disant, toi, t'as pas joué le jeu, hein, t'es dégueulasse, c'est vraiment pas sympa, ou qui vous le diront pas, mais qui vous pourront ressentir avec une gueule de 250 pieds de long, ben, il faudra en parler. En parler, ça sera dire, écoutez, voilà, moi, je ne veux pas me justifier, mais si j'ai choisi ça, c'est parce qu'il y avait des raisons importantes pour moi. Alors peut-être que vous n'avez pas eu le temps de les partager avant, et il faudra le partager. Peut-être que vous avez eu le temps de les partager, mais qu'elles n'ont pas été écoutées et entendues, et il faudra en reparler à nouveau. Mais en tout cas, c'est totalement justifié et légitime. Il n'y a pas un choix qu'une seule personne n'a fait qui ne soit pas légitime. Pas un seul. Donc vous avez peut-être choisi de ne pas travailler, eh ben c'est légitime, il faudra l'expliquer. Vous avez choisi de travailler, eh ben c'est légitime, il faudra l'expliquer. Vous avez choisi de travailler à moitié, c'est tout aussi légitime et il faudra l'expliquer. Mais pas l'expliquer au sens je me justifie, c'est donner les informations. Et puis dire, bah ok, maintenant comment on reprend? C'est facile de juger, hein, commenter, juger, mais c'est trop facile. Arrêtez de juger. Vous savez, ça fait partie des pensées compulsionnelles dont je vous parlais tout à l'heure et des 98% de cette maladie mentale dont nous souffrons tous. C'est juger et commenter. Ah, il n'a pas travaillé, il n'a pas accepté, c'est dégueulasse. Ça, c'est du jugement. Et ce jugement, je vous garantis que ça n'est pas très constructif. C'est tellement facile de juger sans savoir. Alors, c'est une question très intéressante de Berlin. Merci Franck pour la présentation. J'aurais aimé savoir pourquoi ne peut-on pas mettre en place le concept de contenance de Maria Montessori, déjà même en home office? Ah, mais on peut, hein, on peut, Guillaume. Tu as vu, ou vous avez vu, ou tu as vu, allez, je dis tu à tout le monde, hein, que le concept de Maria Montessori, il est juste essentiel. C'est pour ça que le parallèle entre
le petit fœtus, le petit enfant et les adultes que nous sommes est juste génial. Plus on démarre tôt et dans tous les contextes, y compris les contextes associatifs, et mieux c'est. La contenance dans un club de foot, c'est juste génial. Quand vous mettez en place de la contenance, il y a des clubs de foot qui ont vécu inconsciemment de la contenance. On parlait de Lyon avec Yves tout à l'heure. Moi, je ne suis pas du tout foot. Je travaille beaucoup avec le football, mais je ne suis pas du tout obsédé par le football. Mais à Lyon, on a eu une équipe qui pendant, je ne sais plus combien d'années, 6 ou 7 années, avait bâti sans s'en rendre compte le concept de la contenance. Les mecs étaient en sécurité, ils se sentaient merveilleusement estimés et autonomes. Ils étaient en relation, ils avaient une relation entre eux qui était une relation amicale absolument géniale. Ils faisaient de la créativité, du développement pour inventer des nouvelles manières en 4-4-3, en 4-2-2, en je sais pas quoi, de pouvoir jouer au foot. Et puis, ils fêtaient toutes les victoires. Regardez la dernière Coupe du Monde. Didier, que je connais bien puisqu'il a été un de mes élèves, on l'a fait travailler dans le cadre du DEPF, diplôme d'entraîneur professionnel du football à Clairefontaine, avec Aimé Jacquet et avec Raymond Domenech aussi. Il a mis en place, mais sans le savoir, parce qu'il le fait de manière innée et naturelle, il le fait merveilleusement bien, comme Aimé Jacquet le faisait aussi en 98, il a mis en place la contenance. La contenance, il faut juste être conscient de ce que c'est. Aujourd'hui, personne ne sait ce que c'est que la contenance, sauf dans certains milieux d'éducation. Mais c'est pour ça que je parle de ce concept d'entreprise et de management contenant. C'est juste génial parce que c'est simple. Sécuriser, assurer les principaux besoins, être en relation, faire de la créativité, du développement et prendre son pied. Voilà, c'est juste génial. On peut le faire partout, même en famille. Avoir une famille équilibrée, c'est une famille contenante. C'est génial. Alors, ce que je te suggère, Franck, parce que je connais très bien Guillaume de Berlin, qui est président aussi d'une grosse association, c'est qu'on t'invite un jour à Berlin pour faire une conférence. Ah, il y a. Ah, ya. D'accord. Ok, Isabelle, est-ce que tu vois une question qu'on aurait oubliée? Non, bah écoute, la dernière que j'avais vue, c'était celle de Guillaume, effectivement. Je pense qu'on a eu beaucoup de commentaires très positifs, de remerciements, aussi pour les noms cités, les références et tout ça. Donc, peut-être d'autres personnes ont encore une dernière question, si vous voulez la mettre dans le chat. J'ai une question orale de Didier Max Point. Oh Didier, je te répondrai au téléphone tout à l'heure. Non, vas-y, pose-la. Oui, Franck, bravo déjà pour cette intervention et puis merci aux organisateurs, notamment Anne-Christelle. Moi, ma question est relativement générale. Franck, effectivement, le déconfinement est prévu, va se mettre en place progressivement, que ce soit en France ou en Allemagne. OK. Ici et maintenant, quels seraient tes trois, si on peut résumer, hein, quels seraient tes trois mots-clés pour qu'on réussisse individuellement et collectivement? Bah, tu les as prononcés, Didier. Ici et maintenant. Merci, mais là, tu rates. C'est pas une manière de faire une pirouette. C'est pas une manière de faire une pirouette. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est plus vous vous projetez et moins vous savez. C'est important effectivement d'anticiper, mais anticiper, ça ne sert à rien si ce n'est effectivement avoir un peu de prudence. Anticiper la pluie, c'est sortir même quand il fait beau avec un parapluie. Avoir un parapluie, ça n'a jamais fait pleuvoir, hein, on le sait bien. Mais en revanche, ici et maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour préparer le 11 mai? Mais rien. Enfin, franchement, rien. La seule chose que je peux faire, c'est faire mes comptes sur quoi je peux agir. Posez-vous individuellement la question. Sur quoi vous pouvez agir individuellement? Eh ben, individuellement, peut-être que pour vous rassurer, effectivement, c'est faire vos comptes d'entreprise. C'est voir comment vous pouvez organiser avec vos banques les reports de crédit et de taux d'intérêt. C'est voir négocier avec les impôts. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire ici et maintenant. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est ne pas confondre le ici et maintenant avec le ici et maintenant dans ma tête. Parce que ici et maintenant dans ma tête, c'est pas ici et maintenant ce qui est dans ma tête. C'est demain, c'est après-demain. Je vous disais tout à l'heure, un de mes potes qui me dit oh, je me fais du souci pour l'avenir. C'est pas ici et maintenant. Alors oui, il se fait du souci ici et maintenant pour l'avenir qui est demain. Mais l'avenir, on ne sait même pas ce qui sera. On ne sait même pas si on va reprendre le 11. On ne sait même pas si on va reprendre le 12. Donc, comme on ne sait pas quand on va reprendre, eh ben, vivons encore ces bons moments de confinement de manière fine et pas con.
Merci, présentement et bravo. Écoute, pendant que tu parlais, on a chatté avec on a fait du réseautage sur le chat, donc j'ai fait connaissance de nouvelles personnes. Donc, c'est ce qui était très positif aussi pendant le confinement, c'est qu'on a vraiment agrandi notre réseau et le rendre plus humain. Donc, je voulais te remercier vraiment 1000 fois, Franck. Je vois qu'il y en a qui sont déjà partis sur leur apéro Skype. Franck, il faut vraiment qu'on t'invite du coup à Berlin ou en Allemagne. Pour l'après-confinement, quand les liens seront remis. Das ist möglich für mich. Ah ja, gut. Bon, on le fera en français, hein, la conférence. Oui, c'est mieux parce que alors, franchement, ich spreche Deutsch, aber ich habe alles vergessen. Das ist schon gut. Je voulais remercier vraiment tout le monde d'avoir été présent. Ça nous fait très plaisir de finir cette initiative en intraveineuse, du positivisme à 100% et beaucoup d'humanité. En tout cas, merci beaucoup. À très très bientôt. Tout le monde, à bientôt. Ciao, finissez bien le confinement.